Bon, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand moment aujourd'hui, hein, c'est le parrainage de la promotion 2025, donc on a tous le sourire parce qu'on est très très heureux. On est très heureux, cher Alain. Merci vraiment d'avoir accepté d'être le parrain de la promotion 2025 de l'ENS Rennes. C'est un très beau, très très beau cadeau que vous nous faites et à la 4e école normale supérieure en France. Et vous êtes ancien élève de notre ancienne maison, en tant que ENS Cachan, Antenne de Bretagne à l'époque. Donc le ENS de Cachan, qui est aujourd'hui devenu ENS Paris-Saclay. Je ne sais pas si je vais réussir à mettre vous tout le temps, mais comme on est ancien élève de la même école, peut-être que je vais passer à tu. Voilà. Donc, juste quelques mots sur une carrière très, 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 très riche. Donc, tout au long de ta carrière, tu as occupé des postes à l'Institut d'optique, à l'ENS à Yaoundé au Cameroun, à l'ENS Cachan, à l'ENS tout court, si je ne me trompe pas, au Collège de France, au CNRS, à l'École Polytechnique, et tu as été directeur de recherche émérite, ou tu es toujours directeur de recherche émérite au CNRS, on en parlait tout à l'heure. Tu es aussi membre de plusieurs académies des sciences, en France, en Italie, aux États-Unis, en Autriche, en Belgique et au Royaume-Uni. Je continue à dérouler. Tu as reçu la médaille d'or du CNRS en 2005, le prix Wolf de physique en 2010, le prix Balzan sur l'informatique quantique en 2013, une grande année 2013 puisqu'il y a eu la médaille d'or Niels Bohr aussi, et puis la médaille Albert Einstein, et la médaille Frédéric Ives, ou Ives, je ne sais pas trop comment on dit, Ives en américain dans le texte, puisque c'est de la Société d'optique d'Amérique. Vous le savez, Alain est prix Nobel de physique en 2022 et élu à l'Académie française le 26 juin 2025. Donc, les travaux expérimentaux d'Alain, je pense qu'ils seront mieux expliqués par Alain que par moi-même, mais ils sont sur les tests des inégalités de Bell avec des paires de photons intriqués, tu me diras si je me trompe, la dualité onde-particule pour les photons uniques, le refroidissement des atomes par laser sous le recul du photon, les atomes ultra-froids, les gaz quantiques et les simulateurs quantiques. Voilà. Il va l'expliquer, nous expliquer un petit peu cette trajectoire scientifique qu'il a pu avoir. Pas tout, non. Un point sur lequel on a parlé tout à l'heure aussi, c'est que tu es également cofondateur en 2019 de Pascal, de cette entreprise spécialisée dans l'informatique quantique qui travaille sur un ordinateur quantique à atomes neutres. Et puis pour terminer, parce qu'on est tous venus pour l'écouter, lui et pas moi, j'aimerais citer deux phrases d'Alain, une sur la situation de la science en France et une autre sur la situation internationale. Donc la première, où tu as attiré l'attention sur la sous-dotation de la recherche française dans la compétition internationale. La loi de programmation de la recherche a des budgets associés inférieurs à ce que l'Académie des sciences avait estimé être le minimum pour que la recherche française puisse rester au niveau des concurrents étrangers. Ça, c'est un positionnement. Et puis le deuxième, sur une situation mondiale, c'était, je crois, en 2022, mais elle est malheureusement de plus en plus d'actualité, où tu disais « C'est important que les scientifiques conservent leur communauté internationale quand le monde ne va pas si bien et que le nationalisme s'impose dans beaucoup de pays. » Merci à nouveau, Alain, pour ta venue, et je te laisse maintenant la parole. Bonjour à tous. Il faut que je me déplace un peu pour qu'il ne bute pas sur l'écran. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je suis ravi de voir un amphi plein avec beaucoup de jeunes. Et d'ailleurs, je tiens compte de ça dans l'exposé que je fais, qui ne sera pas un exposé spécialisé pour ceux qui sont déjà très avancés au niveau de leurs études. Je dois dire que je suis ravi aussi d'être dans un site où on a réussi à mettre ensemble les grandes écoles et les universités. C'est un des combats qu'on a mené à Paris-Saclay avec un grand succès, je dois dire. L'intégration des grandes écoles et de l'université Paris-Sud, c'est un grand succès. Je crois que c'est la seule voie raisonnable pour les universités françaises de s'allier avec les grandes écoles pour prendre ce qu'il y a de mieux dans les deux. Je pense que parmi vous, il y a un certain nombre de gens qui sont engagés dans le doctorat, puis il y en a d'autres qui hésitent pour savoir s'ils vont s'engager dans le doctorat. Alors, je voudrais vous dire à tous, puisque j'étais en train de parler de la comparaison du système français et du système international,
Dans la plupart des grands pays scientifiques, on fait beaucoup plus il y a une proportion de doctorants beaucoup plus élevée que chez nous, pour la simple raison qu'en Allemagne, aux États-Unis et en Suisse, dans de nombreux pays, on ne considère pas que le doctorat, ça conduit uniquement à avoir des carrières académiques. En fait, le doctorat, ça conduit très souvent, en particulier en Allemagne, mais aussi aux États-Unis, à des postes dans l'industrie. Et pourquoi est-ce que c'est bien le doctorat? Eh bien, pour les plus jeunes d'entre vous, vous n'avez jamais été confronté qu'à des problèmes qui avaient une solution. Quand vous passez le concours d'entrée à l'ENS ou que vous prenez un examen à l'université, en général, le prof qui a écrit le problème, il connaît la solution du problème. Mais quand vous commencez un travail de doctorat, en général, on ne sait pas quelle sera la solution au problème qui est posé au début. Et c'est une excellente préparation à la vraie vie, que ce soit dans le monde académique ou dans l'industrie. Donc je profite du fait que je suis là pour faire cette promotion du doctorat. Ça s'est amélioré en France depuis une vingtaine d'années, mais je pense que n'hésitez pas à faire un doctorat, même si, et j'ai presque envie de dire surtout, vous n'avez pas l'intention de vouloir ensuite aller dans le monde académique. C'est une préparation formidable. Allez, puis parmi les discours que j'aime bien propager, je vois qu'il y a un certain nombre de jeunes filles là dans la salle. J'en suis enchanté. Lorsque je vais dans les lycées, j'essaye d'expliquer aux jeunes filles qui sont dans les lycées que si on leur dit que la physique et les maths, c'est pas fait pour les filles, il faut pas le prendre au sérieux, ces affirmations, surtout si c'est leurs parents qui leur disent. Vous savez, les parents, ils ont tendance à dire « Ah non, mais comment ça, tu veux faire des maths ou de la physique ?» Mais non, les filles, ça fait de la chimie ou de la biologie, d'accord? Alors, je vois qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui sont là. Propager le message. Je veux dire, moi, j'ai eu des étudiantes à Polytechnique, à Supoptique, dans tous les endroits où j'ai été, et les filles réussissent aussi bien que les garçons dans le domaine de la physique et des maths. Voilà, donc je vais commencer, mais je ne peux pas m'empêcher, je n'avais pas réalisé, quand on a parlé ici du fait que c'est la promotion 2025, eh bien sachez que moi, vous n'allez pas y croire, je suis de la promotion 1965, il y a exactement 60 ans à l'ENS de Cachan. Voilà. Donc voilà, c'est un anniversaire dont je me passerai bien, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Allez, allons-y. Donc, comme je vous le dis, j'ai pris la version la plus généraliste de ma présentation. J'ai des présentations plus ou moins techniques ou plus ou moins généralistes. Et donc, j'ai pris la version la plus généraliste. Je vais essayer de mettre ma chaise bien en place. Voilà. Donc, je vais vous parler des deux révolutions quantiques et d'un point qui me tient à cœur, c'est que on a beau faire de la recherche fondamentale, eh bien, il arrive que cette recherche fondamentale ait des applications, et je trouve que pour un chercheur qui fait de la recherche fondamentale, avoir des applications, c'est, comme je disais, la cerise sur le gâteau, c'est merveilleux. Si vous êtes curieux, vous pouvez essayer de vous procurer ce livre-là, où j'explique un certain nombre de choses sur précisément les révolutions quantiques. Il y a ici un petit livre aussi qui s'appelle Einstein et les révolutions quantiques, qui parle du rôle d'Einstein dans le développement de la physique quantique. Celui-là aussi en parle, bien sûr. Il y a Einstein dans le titre. Mais celui-là est plus simple. Si vous voulez offrir un livre à votre tata qui n'est pas scientifique, c'est plutôt celui-là. Si vous voulez offrir le livre à votre tonton qui n'a pas été spécialisé en sciences, mais qui s'intéresse bien à la science quand même, qui va écouter des conférences de vulgarisation, vous pouvez lui donner celui-là, en le prévenant que de temps en temps, il y a des trucs où il aura peut-être un peu de mal, mais c'est pas grave, il continue, ça raconte une histoire, et on peut arriver au bout. Allez, après cette séquence publicitaire... Ah oui, alors, une séquence publicitaire qui n'est pas de l'auto-publicité, il y a vraiment d'excellentes vidéos sur le sujet. En particulier, j'espère que beaucoup d'entre vous connaissent la chaîne YouTube qui s'appelle Science étonnante par David Loapre, qui fait des vidéos excellentes sur énormément de sujets scientifiques, en maths, en physique et un peu en biologie aussi.
C'est vraiment extraordinaire, hein. Je vous recommande. Il y a 30, 40, 50 épisodes. Ils sont tous plus formidables les uns que les autres. Et ce qu'il a fait sur les inégalités de Bell est absolument parfait. Et je le dis d'autant plus sereinement que je n'ai pas participé. En revanche, il est venu m'interviewer et il a mis quelques extraits de la longue interview de moi qu'il avait faite. Et du coup, en bonus, il a mis la totalité de l'interview. Donc vous verrez, c'est une interview l'été au bord de la mer, il y a un orage. Je ne vous en dis pas plus, c'est assez marrant. Il y a aussi sur YouTube un programme qui s'appelle Photons jumeaux, 4 épisodes qui ont été faits par un ancien thésard à moi, qui sont excellents. 4 épisodes d'une quinzaine de minutes chacun. C'est vraiment très bon. Bon, alors, il y en a d'autres aussi. Vous connaissez tous Julien Bobroff, etc. Mais là, je parlais des choses qui sont spécialisées sur les inégalités de Bell. Alors, la physique quantique, s'il y a un seul message à retenir, c'est que certes, elle est étrange, mais elle n'est pas irrationnelle. Ou bien, vous pouvez le prendre dans l'autre sens. Elle est rationnelle, mais elle est étrange. Alors, qu'est-ce que c'est la physique quantique? C'est un ensemble d'équations, un formalisme mathématique, qui permettent de décrire parfaitement des faits observés qui étaient incompréhensibles et qui continueraient, et qui seraient incompréhensibles en physique classique. Par exemple, j'y reviendrai, la stabilité de la matière, la liaison chimique, sans mécanique quantique, vous ne pouvez pas comprendre tout ça. L'interaction lumière-matière demande la physique quantique, et puis des choses exotiques comme la supraconductivité, la superfluidité. Alors, une bonne théorie physique, si vous n'y avez jamais réfléchi, une bonne théorie physique, c'est quelque chose qui vous permet de comprendre un certain nombre de faits qui ont déjà été observés, mais le test que c'est une bonne théorie, c'est qu'elle vous permet de prévoir des choses que vous n'avez pas encore observées. Vous allez au laboratoire et paf, ça marche comme prévu. Alors il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui des équations de Maxwell. Maxwell, en 1865, écrit 4 équations qui résument tout ce qu'on sait en électricité et en magnétisme à l'époque. Et il découvre comme solution de ces équations des ondes qui se propagent à 300 000 km par seconde. Or, on a déjà mesuré la vitesse de la lumière et il dit on ne peut pas s'empêcher de penser que la lumière est sans doute une de ces ondes électromagnétiques qui sont des solutions qu'on n'avait jamais vues jusque-là. Et il ne faut pas plus de quelques années pour que quelqu'un qui lit les travaux de Maxwell, qui s'appelle Hertz, fabrique le premier émetteur d'ondes électromagnétiques. Donc le test d'une bonne théorie, c'est qu'elle permet de prévoir des choses qu'on n'avait pas encore observées. Alors, dans mon cas, c'est l'intrication. Ça prévoyait l'intrication, même quand les particules sont distantes, eh bien, on a construit une expérience et on a observé qu'effectivement, l'intrication était bien là, comme prévu par les équations, malgré le caractère bizarre. Et puis, pour cerise sur le gâteau, ce formalisme mathématique, non seulement il permet de comprendre ce qu'on a déjà vu, non seulement il permet de prédire des phénomènes qu'on va observer au laboratoire, et puis il permet de développer des choses qui vont être utiles et qui, dans le cas que je cite ici, des transistors, des lasers, des circuits intégrés, et dont la société de l'information et de la communication. Alors, quel est le problème de la physique quantique? C'est qu'on n'a pas d'image simple pour se représenter les équations dans notre espace, l'espace dans lequel nous vivons, l'espace à 3 dimensions plus le temps dans lequel nous vivons. Il y a des espaces mathématiques abstraits dans lesquels les choses sont limpides, mais quand vous voulez plonger ce que vous êtes en train de raconter dans notre espace, eh bien, ça devient difficile et je vais vous le montrer dans cet exposé. Alors j'aime bien attirer votre attention sur le fait qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi à propos de la physique quantique. Ils vous disent « Ah mais ce truc-là, ça s'explique par la physique quantique ». Donc attention au faux syllogisme. Alors je vous invite ici à pointer, il y a 2 erreurs là-dedans. Alors le raisonnement qu'il faut dit « La mécanique quantique est étrange ». La torsion des petites cuillères à distance par la force de l'esprit est étrange, dont la torsion des petites cuillères à distance par la force de l'esprit est un phénomène quantique. Alors même si on avait observé la torsion des petites cuillères par la force de l'esprit, ce ne serait pas pour autant un phénomène quantique. Mais en plus, on ne l'a pas observé. Mais non, mais faites attention, ça a l'air ridicule, mais de temps en temps, vous entendrez des choses vraiment inadmissible. Vous savez, l'an dernier, il y a eu une grande rigolade, où il y a 2 ans, parce que Guerlain avait développé une crème quantique à 500 € le pot, hein, quand même.
mais comme c'était quantique, c'était meilleur pour la peau. Bon, allez, j'ai parlé de 2 révolutions quantiques. Ces 2 révolutions quantiques sont basées sur 2 concepts. La première est basée sur le concept de dualité en 2 particules, et les noms à la base de ça, c'est d'une part Einstein, je vais y revenir, pour la lumière, et d'autre part Louis de Broglie pour la matière, 1909-1923. Et puis, deuxième révolution quantique est basée sur l'intrication. Ça a démarré avec l'article de Einstein, Podolsky et Rosen en 1935. Schrödinger a tout de suite compris l'importance, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris l'importance. Et il y a eu un rebondissement en 1964 avec John Stuart Bell, et je vous expliquerai pourquoi c'est important, en particulier pour moi. Donc, première révolution quantique. Alors, même ceux qui sont déjà savants en mécanique quantique ne savent pas tous répondre à la question, mais pourquoi on parle de mécanique quantique? Alors, c'est parce que, en fait, en physique quantique, on s'aperçoit que certaines quantités ne peuvent prendre que des valeurs particulières, qu'on appelle des valeurs discrètes, alors que la description classique permettrait un continuum de valeurs. Et on dit donc que ces quantités sont quantifiées, elles ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur. Alors, exemple, c'est Einstein 1905. La lumière, décrite de façon classique comme une onde, et une onde c'est continu. Vous pouvez avoir n'importe quelle quantité d'énergie dans un volume qui soit petit ou qui soit grand. Eh bien, pour certaines situations, Einstein nous dit que la lumière doit être considérée comme formée de grains d'énergie, de particules d'énergie bien définies, qu'on appellera les photons plus tard. Alors bien sûr, pour cette quantification de la lumière, on cite toujours Planck, mais Planck, c'était une espèce de démarche désespérée, heuristique, il n'y croyait pas vraiment. Tandis qu'Einstein, 1905, lui, il a dit non, on va prendre au sérieux l'idée que la lumière est quantifiée. Et il a avancé. Mais Einstein, qui n'était pas idiot, ça c'est pas un scoop, il connaissait les avancées formidables qui avaient été faites au XIXe siècle en optique, les travaux de Thomas Young en Angleterre et d'Augustin Fresnel en France, qui disait si vous voulez comprendre ces phénomènes qui sont les interférences et la diffraction, un seul moyen de le comprendre, c'est d'admettre que la lumière est une onde. Et voilà qu'Einstein nous dit non, mais il y a des fois, il faut le considérer comme formé de particules, qu'il n'appelle pas les photons, qu'il appelle quanta d'énergie, Licht quantum, quanta de lumière. Eh bien, Einstein est le premier à énoncer en 1909 ce qui va être à la base de la première révolution quantique, qui est la dualité en 2 particules. Il dit, écoutez, la lumière qu'on croyait être une onde, c'est aussi des particules. Et, eh bien, 14 années plus tard, Louis de Broglie va faire l'hypothèse inverse. Il va dire, les particules, ça peut être aussi des ondes. Alors pourquoi c'est important? Parce que dans la démarche de quantification, c'est-à-dire toutes les valeurs ne sont pas possibles, il y a une étape qui est très importante, c'est l'atome de Bohr en 1913. Qu'est-ce que c'est l'atome de Bohr? On savait depuis 1908, et depuis les travaux de Rutherford, on savait que l'atome s'est formé d'un noyau positif et d'électrons négatifs qui tournent autour, en quelque sorte. Parce qu'on savait que l'essentiel c'était du vide, il y avait l'essentiel de la masse concentrée dans le noyau, il y avait quelques électrons autour, et donc le modèle tout naturel c'était une sorte de système solaire, puisque l'attraction entre le noyau positif et les électrons négatifs, c'est une loi en 1 sur R2, comme la gravitation. Donc il y avait un modèle tout à fait naturel qui est de dire, ben voilà, les électrons tournent autour du noyau. Mais si vous prenez par exemple le cas des satellites artificiels qui tournent autour de la Terre, ils peuvent être à n'importe quelle altitude. Et Bohr, en 1913, est obligé de faire l'hypothèse que seules certaines trajectoires sont permises, seules certaines altitudes sont permises. Et c'est ça qui va lui permettre de donner une description correcte du spectre de la lumière émise par les atomes. Parce que si vous avez les électrons qui tournent autour du noyau à n'importe quelle distance, vous attendez à avoir n'importe quelle longueur d'onde qui est émise. Et le fait vous connaissez l'histoire, mais enfin je vous rappelle la démarche historique. Et le fait qu'on ait des longueurs d'onde discrètes, comme on dit, donc quantifiées, une fois de plus, on n'a pas n'importe quelle valeur de longueur d'onde, on a certaines valeurs précises, et bien Bohr va l'interpréter en mettant une condition de quantification qui dit que seules certaines trajectoires sont permises. Mais cette
cette condition de quantification, on ne sait pas d'où elle sort. Il l'a sortie de sa poche, en quelque sorte. Il a mis la constante de Planck dedans et il s'est aperçu qu'il pouvait rendre compte des longueurs d'onde de la lumière émise. Et cette condition de quantification de Bohr, encore une fois énoncée en 1913, eh bien, elle va apparaître d'une façon claire avec l'hypothèse de Louis de Broglie. Les électrons, qui sont des particules, doivent aussi être considérés comme des ondes. Et à ce moment-là, eh bien, si vous prenez une trajectoire comme ça, vous voulez que l'onde retombe en phase avec elle-même au bout d'un tour. Et c'est ça qui sélectionne les longueurs d'onde permises. Un peu comme dans une corde de guitare. C'est une condition de ce type qui sélectionne la hauteur du son émis par la guitare. Et donc la condition de Bohr, maintenant, elle résulte du fait que l'électron est aussi une onde de matière. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? D'abord, regardez, j'aime bien présenter ces photos. Pourquoi? Parce que regardez comme ils ont l'air contents. Louis de Broglie vient de trouver sa relation, lambda P égale H, qui va lui valoir le prix Nobel. Bon. Et Schrödinger, il a trouvé l'équation. Alors l'histoire est intéressante parce que de Broglie dit d'abord, il y a des ondes de matière et voilà leur longueur d'onde. Et là, il y a un prof en Suisse qui s'appelle Debaille, qui avait un séminaire, et qui dit, dites donc là, les théoriciens, s'il y a une onde, il y a une équation d'onde. Trouvez-moi l'équation d'onde. Et Schrödinger trouve l'équation d'onde, c'est la fameuse équation de Schrödinger. Donc, vous voyez, il est content aussi, Schrödinger. Voilà. Alors, je vais vous décrire une expérience qui a été faite par mon premier thésard, Philippe Grangier, à la suite des expériences de test des inégalités de Bell, en recyclant la source, en détournant en quelque sorte la source, parce que la source pour les inégalités de Bell émettait 2 photons. Mais en fait, si on n'en prenait qu'un sur les deux, on avait une source de photons unique. Et figurez-vous que personne jusque-là n'avait été capable d'émettre les photons un par un, les photons uniques. Et là, on a été capable de le faire. Et donc, on a eu une démonstration directe de la dualité onde-particule avec un photon unique, et je vous décris rapidement l'expérience. Donc, on dit qu'on a émis ici un photon unique, un photon 1, et ce photon unique, quand il arrive sur une lame semi-réfléchissante, vous savez tout ce qu'est une lame semi-réfléchissante, on va dire grosso modo une lame de verre. J'aurais pu amener mon gadget, mais bon, vous avez une lame de verre, vous mettez un faisceau laser dessus, il y a une partie qui est réfléchie, une partie qui est transmise, ou bien le soleil sur une vitre, il y a une partie réfléchie, une partie transmise. Bon, mais ça, c'est sur une onde que vous avez une partie réfléchie, une partie transmise. S'il y a une particule et une seule, qu'on appelle un photon, et si les mots ont un sens, et qui plus est, si le formalisme est correct, eh bien, un photon, il ne va pas se couper en deux. Il va aller soit d'un côté, soit de l'autre. Et ça, on va s'en apercevoir comment? On s'en aperçoit en mettant des détecteurs de photons ici, et en s'apercevant qu'on a soit un détecteur qui est activé, soit l'autre, mais jamais les deux à la fois. Comment on sait qu'il n'y a jamais les deux à la fois? Parce qu'il y a ici un circuit électronique qui s'appelle un circuit à coïncidence, et qu'on trouve que la probabilité d'avoir une coïncidence est nulle. Alors dans la vraie vie, elle n'est pas tout à fait nulle, mais bon, elle est en dessous d'un certain seuil. Voilà. Donc on commence par démontrer, oui c'est vrai, nous affirmons que nous avons une source de photons unique, la preuve, ça va soit d'un côté, soit de l'autre. Alors maintenant, eh bien, vous prenez la même source, vous prenez la même lame semi-réfléchissante, mais au lieu de mettre un détecteur ici, un détecteur là, vous recombinez les deux voies, et ça, si vous prenez le point de vue ondulatoire, c'est un interféromètre. Vous avez l'onde qui se coupe en deux, et qui se recombine ici, et suivant la différence entre le chemin du haut et le chemin du bas, eh bien, la lumière sortira plutôt d'un côté ou sortira plutôt de l'autre. Et vous pouvez vous en apercevoir en déplaçant ce miroir pour varier la différence entre les chemins. Eh bien, si maintenant vous avez un photon unique, ça se traduit par le fait que, suivant la position du miroir qui est là, le photon sortira plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre, et ça, alors voilà, donc vous avez le paquet d'ondes qui se coupe en deux, qui se recombine, et vous avez la probabilité qui est modulée en fonction de la position du miroir. Alors on a aussi fait cette expérience, et on l'a fait avec la même source, avec la même lame semi-réfléchissante. Et donc vous êtes face à cette observation étrange. Je vous ai dit au début, la mécanique quantique, elle est étrange. Vous avez cette observation étrange que vous avez un machin qui est émis par la source et qui tombe sur la lame semi-réfléchissante, que ce soit dans la première expérience ou dans la deuxième, c'est le même machin qui est émis par la source et qui tombe sur la lame semi-réfléchissante, mais
Dans la première expérience, le machin se comporte comme une particule qui va soit d'un côté, soit de l'autre. Et dans la deuxième expérience, le machin se comporte comme un paquet d'ondes qui est coupé en deux et qui se recombine. Vous ne pouvez pas comprendre cette modulation si ça ne s'est pas coupé en deux et recombiné. Alors face à ça, c'est quand même très troublant. Alors Bohr nous dit non, mais c'est pas si grave que ça parce que vous ne pouvez pas faire les deux expériences en même temps. Vous êtes obligé de choisir. Alors c'est vrai que dans une certaine mesure, c'est rassurant. Enfin, moi, je ne suis pas totalement rassuré parce que moi, je suis un réaliste et j'aime bien donner aux objets des propriétés intrinsèques qui ne dépendent pas de la façon dont on les observe. Mais là, on tombe dans l'épistémologie. Ce qui n'est pas une insulte, hein. C'est juste, on change de niveau, on n'est plus dans la simple description physique par des équations, on est dans la tentative d'interprétation. Bon, alors, pour conclure, je l'ai déjà évoqué dans mon introduction, mais j'insiste parce qu'encore une fois, quand vous parlez à votre tata, par exemple, il faut que vous compreniez ça. La physique quantique, elle a d'abord permis de comprendre la stabilité de la matière. Il faut que vous réalisiez qu'à la fin du XIXe siècle, les physiciens savaient déjà que la matière est formée de charges positives et négatives, et ils savaient que les charges positives et négatives s'attirent. D'où la question, si là-dedans il y a des charges positives et négatives qui s'attirent, pourquoi ça ne s'effondre pas? Pourquoi est-ce que la matière ne s'effondre pas sur elle-même? La seule réponse rationnelle que nous avons, c'est la physique quantique. L'électron, s'il se crachait sur le noyau, il faudrait qu'il ait une longueur d'onde extrêmement courte, et à cause de la dualité en deux particules, pour avoir une longueur d'onde extrêmement courte, il faut avoir une quantité d'énergie considérable. C'est pour ça que les grands accélérateurs, on accélère les trucs. C'est pour qu'ils puissent aller à des échelles très courtes. Et cette énergie, elle n'est pas disponible, donc l'électron, il reste tranquillement à une certaine distance du noyau, parce qu'il n'a pas assez d'énergie pour s'en rapprocher. Parce qu'en physique quantique, il faut avoir de l'énergie pour s'en rapprocher du noyau. C'est étonnant, mais c'est comme ça. C'est à cause des équations quantiques. Donc la physique quantique permet de comprendre la stabilité de la matière, c'est quand même important. Ça permet de comprendre la liaison chimique. Et puis ça a permis à des gens visionnaires d'inventer le transistor. Alors j'insiste en plus pour raconter à votre tonton ou à votre tata sur l'échelle de temps. La physique quantique, elle émerge entre 1900 et 1925. En 1925, on a les équations, vous l'avez vu, l'équation de Schrödinger. 1930, on a le formalisme complet par Dirac. Il faut attendre 1947 pour que des gens essayant d'appliquer la physique quantique pour décrire le mouvement des électrons dans les semi-conducteurs, ils ont l'idée du transistor et ils réalisent le premier transistor. On est en 1947. Et il faut attendre 1960 pour que les idées quantiques appliquées à l'interaction lumière-matière permettent d'inventer le laser. Une fois que vous avez le transistor, encore une dizaine d'années, vous avez les circuits intégrés. Circuits intégrés, ce n'est pas autre chose que beaucoup de transistors sur la même puce. D'accord ? Et donc, il faut encore au moins 2 décennies pour qu'on mette tout ça ensemble, le transistor, le laser, et qu'on ait la société de l'information et de la communication. Les jeunes ne le savent pas, mais les gens qui ont mon âge savent que ça a totalement bouleversé la société, probablement autant que la machine à vapeur avait transformé la société au XIXe siècle. Donc les échelles de temps, vous voyez, hein, pour votre tonton ou votre tata qui dit « ça sert à quoi tout ça hein ?» Bon, ça se compte en décennies, 1900, 1925, 1950, 1975, et il faut arriver à la fin du siècle pour avoir le plein bouleversement de la société. Donc la première révolution quantique, elle a été d'abord conceptuelle, elle a été ensuite scientifique et finalement technologique. Et on se posera les mêmes questions à propos de la seconde révolution quantique. Est-ce qu'elle a les 3 caractéristiques? Alors allons-y. La seconde révolution quantique, elle est basée sur... La première révolution quantique était basée sur le concept de dualité en deux particules. La seconde révolution quantique est basée sur le concept d'intrication. Alors je vais essayer de vous faire toucher du doigt le caractère extraordinaire de l'intrication. Alors l'intrication, je vais vous la présenter sur les photons, parce que c'est avec les photons qu'on a fait les expériences. Alors Einstein avait plutôt considéré des particules matérielles, mais ça n'a aucune importance, le raisonnement est de même nature. Donc vous avez une source qui émet 2 photons, un vers la gauche, un vers la droite, elle les émet en même temps, donnant une paire de photons. Et je les ai dessinés de couleurs différentes pour que les plus savants d'entre vous qui ont entendu parler d'indiscernabilité ne croient pas que l'indiscernabilité joue un rôle. Ça ne joue aucun rôle dans ça. Je n'ai pas dit que ça joue jamais de rôle, mais dans cette situation-là, ça ne joue aucun rôle. Donc,
ne cherchez pas à mobiliser vos connaissances sur l'indiscernabilité, ce n'est pas le sujet. Donc vous avez un photon qui va vers la gauche, un photon qui va vers la droite, et on va mesurer la polarisation des photons. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est la polarisation des photons? Vous avez tous entendu parler de polarisation de la lumière, en tout cas beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce que c'est la polarisation du photon? C'est pareil. Pourquoi c'est pareil? Parce que quand vous avez un objet quantique qui résulte de la quantification d'un système classique, eh bien, les propriétés du système classique, vous allez les retrouver dans le système quantique. Par exemple, la lumière. La lumière est une onde électromagnétique. Une onde électromagnétique, ça a un champ électrique qui vibre perpendiculairement à la direction de propagation. Qu'est-ce qui se passe là? Non, je vois faire... Hein? Ah, il n'arrive pas à suivre. Donc, vous avez une onde. Au revoir. Si vous vouliez partir discrètement, ils ne vous ont pas aidé. Hein. Vous avez votre onde et vous avez le champ électrique qui vibre perpendiculairement. Et la direction de vibration de ce champ électrique, c'est ça la polarisation. Polarisation linéaire, d'accord? Et donc vous voyez que cette direction, elle est dans un espace à 2 dimensions. Donc finalement, la seule chose qui compte, c'est on a 2 axes, et puis la seule chose qui compte, c'est de mesurer la projection sur un axe ou sur un autre axe, etc. Alors donc, cette mesure de polarisation, elle se fait avec un polariseur qui est un engin qui a un axe privilégié. Si la lumière est polarisée suivant l'axe du polariseur, ça sort en haut. Et si la lumière est polarisée perpendiculairement à l'axe du polariseur, ça sort en bas. Et si votre onde est polarisée quelque part entre les deux, vous avez un morceau qui sort en haut et un morceau qui sort en bas. Ouais, mais si c'est un photon unique, je recommence ma petite histoire, il ne va pas y avoir un morceau de photon en haut, un morceau de photon en bas. Donc, dans le cas général, ça sort un coup en haut, un coup en bas, et ce que vous faites, c'est que vous répétez l'expérience un grand nombre de fois, et vous avez une certaine probabilité de sortir en haut, une certaine probabilité de sortir en bas, et c'est ça une mesure de polarisation du photon. En physique quantique, de toute façon, toutes les prédictions sont probabilistes. Donc quand vous avez un seul photon, tout ce que vous pouvez dire, c'est qu'il sortira en haut ou en bas. Par contre, si vous répétez 1 million de fois la même expérience, vous aurez les probabilités de l'avoir en haut ou en bas, etc. Donc vous faites une mesure de polarisation sur le photon numéro 1 avec le polariseur orienté dans la direction A. Vous faites une mesure sur le photon nu2 avec un polariseur orienté dans la direction B. Et donc ce qui est important, que je viens de vous expliquer, c'est que pour chaque photon, on a une mesure que j'appelle dichotomique, c'est-à-dire il n'y a que 2 valeurs possibles, ou bien comme ça, ou bien comme ça, ou bien plus 1, ou bien moins 1. Alors, si maintenant vous avez un état intriqué, alors on va y aller doucement parce que la plupart d'entre vous, d'abord il y a ceux qui comprennent du premier coup l'équation qui est là, et même ceux qui ne comprennent pas l'équation qui est là, ils vont comprendre de quoi il s'agit parce qu'on utilise les notations de Dirac qui sont absolument géniales. Quand vous avez ce terme-ci, XX, ça veut dire que j'ai 2 photons polarisés suivant X, c'est tout, c'est limpide la notation de Dirac. Hein. Et puis, si vous avez ce terme-là, ça vous décrit 2 photons polarisés suivant l'axe Y. Voilà. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui est étonnant là-dedans? Ce qui est étonnant, c'est que si on croit au formalisme quantique, et c'est ça que Einstein, Podolsky et Rosen ont, je ne dirais pas découvert d'un certain nombre, ils ont pris conscience de ça, le formalisme quantique est tel que si XX est autorisé et YY est autorisé, eh bien l'état XX plus YY est également un état possible. Or cet état est très bizarre. Pourquoi il est bizarre? Parce que ceux qui ont tant soit peu la fibre mathématique pourront s'apercevoir sans difficulté qu'on ne peut pas factoriser cet état. Alors si on pouvait le factoriser, ça voudrait dire qu'on a un terme associé au premier photon et un terme associé au deuxième photon. Donc on pourrait dire le premier est polarisé comme ça et le deuxième polarisé comme ça. Mais ça, on ne peut pas le faire. C'est impossible à factoriser. C'est vraiment un exercice qui est très facile hein, pour ceux qui ont tant soit peu la fibre mathématique. Et donc, vous êtes réduit à dire la paire de photons, elle est à la fois comme ça et comme ça. Elle n'est sûrement pas comme ci et comme ça. C'est à la fois ceci et cela. Et ça, c'est aussi étonnant que le chat de Schrödinger qui est à la fois vivant et mort. Sauf que le chat de Schrödinger est gros et que là, il y a juste 2 photons. Mais conceptuellement, c'est aussi étonnant. Il n'y a pas moins. Et c'est là où on bute. Mais alors, comment je vais décrire
dans le monde réel une paire de photons qui est à la fois XX et YY. Et la grande trouvaille d'Einstein, Podolsky et Rosen, c'est qu'être à la fois XX et Y, c'est non seulement à l'échelle microscopique, quand vous avez les deux électrons de l'atome d'hydrogène, de l'atome d'hélium, par exemple, à l'échelle microscopique, mais ça reste vrai, d'après le formalisme, même si les deux particules sont loin l'une de l'autre. C'est ça la découverte d'Einstein, Podolsky et Rosen. Alors vous allez voir les conséquences. Si vous êtes capable de fabriquer une paire de photons comme ça, et ça a été le travail qui m'a pris plusieurs années pour construire une source capable de produire une paire de photons comme ça. Eh bien, dès l'instant où vous avez ça, si vous avez fait un peu de mécanique quantique, vous êtes capable de calculer les probabilités d'avoir plus 1 ou moins 1. Alors le résultat est très simple, pas très simple à obtenir, pas très compliqué non plus, mais en tout cas le résultat est simple. Vous avez 50% de chance de le trouver en haut, 50% de chance de le trouver en bas, quelle que soit l'orientation. En fait, chaque photon apparaît totalement non polarisé, comme de la lumière naturelle qui arrive du soleil. Ça apparaît totalement non polarisé. Pareil pour l'autre qui est là, hein, P plus égale P moins égale 1,5. Mais alors ce qui est plus intéressant, c'est de calculer la probabilité conjointe d'avoir plus 1 ici et plus 1 là. Et là, vous avez le truc extraordinaire qui s'appelle une corrélation totale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si les deux polariseurs sont suivant la même direction, eh bien, de ce côté-ci, je peux avoir plus 1 ou moins 1. Mais si j'ai plus 1 ici, je suis certain d'avoir plus 1 là. Et si j'ai moins 1 ici, je suis certain d'avoir moins 1 là. Et j'ai jamais plus 1, moins 1. Donc, vous voyez, ça a l'air totalement aléatoire. Mais ces aléatoires sont totalement corrélés. C'est le résultat du calcul que l'on fait si on a un état comme ça. Et ça, c'est ce que j'appelle un jeu de pile ou face truqué. Et oui, imaginez que vous avez Alice ici, dont les partenaires s'appellent toujours Alice et Bob. Hein. Vous avez Alice qui est ici, qui lance une pièce de monnaie, un coup c'est pile, un coup c'est face, pile, face, et les gens qui sont là disent « ouais, ça a l'air vraiment totalement aléatoire ». Puis vous avez Bob là-bas, et les gens qui sont là-bas peuvent témoigner que ça a l'air parfaitement aléatoire. Puis ceux qui sont au milieu, s'ils ont bonne vue, ou peut-être ils ont des petites jumelles, ils regardent, et là ils ont la grande surprise de voir que quand c'est plus chez Alice, c'est plus chez Bob, et quand c'est moins chez Alice, c'est moins chez Bob. Et là ils disent, il y a un truc. Et ils ont raison, il y a un truc. Et le truc, c'est les équations de la physique quantique. Et on va s'acharner à essayer d'imaginer un truc dans l'espace réel, et c'est là que ça va être bizarre. Donc, dire il y a un truc, pour un physicien, ça veut dire essayons de trouver une image associée au calcul. Alors, la première idée, qui est une excellente idée, c'est de dire, voyons, comment ai-je fait le calcul et est-ce que je peux dériver une image à partir de ce calcul? Et la réponse est non. La réponse est non, parce que la bonne façon de faire le calcul, dont il y a ceux d'entre vous qui suivent, là, ceux qui ne suivent pas, écoutez juste ce que je vous raconte. Ce n'est pas la peine de regarder les équations si vous ne les comprenez pas. Quand vous allez écouter un concert, vous n'êtes pas obligé de savoir lire la partition pour écouter le concert. Mais là, c'est pareil. Si vous n'arrivez pas à lire ces équations, écoutez-moi. Donc, le calcul, il se fait dans l'espace global où les deux particules sont décrites à la fois. C'est un espace mathématique abstrait. Et dans cet espace, c'est parfaitement limpide. Vous avez un vecteur dans cet espace abstrait, vous le projetez sur une base dans cet espace abstrait, et boum, vous avez le résultat du calcul. Le point, c'est que je ne sais pas comment fabriquer une image dans l'espace dans lequel je vis. Et moi, je suis un physicien naïf et expérimentateur, les deux à la fois. J'ai une source ici, au milieu, j'ai des détecteurs ici, j'ai des détecteurs là. À un moment donné, les deux photons sont émis, ils se propagent, et moi, j'ai envie d'avoir une image dans mon espace. Et là, je n'ai pas de moyen de fabriquer une image dans mon espace parce que ça se passe dans un espace abstrait. Et alors là, j'aime beaucoup cette phrase d'un physicien théoricien qui pourtant était un chaud défenseur de l'interprétation de Copenhague, mais il dit quand même dans son livre « Les phénomènes quantiques ne se passent pas dans un espace de Hilbert, ils se passent dans un vrai laboratoire. » Donc j'insiste, je veux une image dans mon laboratoire. Alors, il y a un moyen de le faire en faisant le calcul d'une façon un peu plus compliquée que ce que je vous ai montré a priori. Alors si jamais un jour vous avez un prof qui vous donne un problème sur les inégalités de Bell, PR, etc., prenez la première méthode, parce que le résultat de calcul est beaucoup plus rapide. Mais si vous voulez chercher à comprendre, vous avez le droit de prendre la deuxième méthode. Tout ça est expliqué dans mon livre, vous pouvez acheter votre livre, mon livre. Voilà. Donc,
Donc, la deuxième méthode consiste à dire, comme on veut une image dans l'espace réel, on va couper la mesure en deux. Et on va supposer que ce polariseur est un peu plus près de la source que l'autre, et donc on va faire d'abord la première mesure, donc là on voit bien, ça se passe ici, puis après on va faire la deuxième mesure, ça se passe là-bas, et on va bien voir ce qui se passe. Alors, la première mesure, comme je vous l'ai dit, on a une probabilité 1,5 d'avoir plus 1, 1,5 d'avoir moins 1. Alors, si le polariseur est aligné suivant X, plus 1, ça correspond à une polarisation X, et Y, ça correspond à la polarisation moins 1. Donc, je peux avoir aussi bien plus 1 qui est associé à X que moins 1 qui est associé à Y. Et là, qu'est-ce que je fais? Alors, je prends ma Bible. Alors, ma Bible personnelle, qui est quand même celle de beaucoup d'entre vous, c'est le bouquin de Cohen-Tanucci, Due et Laloé sur la physique quantique. Donc, vous allez, postulat de physique quantique, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, quand on fait une mesure, immédiatement après la mesure, vous partez du vecteur d'état initial et vous le projetez sur le sous-espace propre associé au résultat de la mesure. Alors, même si ça vous semble un peu compliqué, je vais vous donner tout de suite quel est le résultat. Le résultat, juste après la mesure, il y a projection sur l'espace associé au résultat de la mesure, et ça vous donne XX. Alors je vous laisse avaler ça. C'est-à-dire, jusqu'au dernier moment, vous pouvez avoir X ou Y, mais si vous avez X, instantanément, le deuxième photon est X. Et alors, bien sûr, il va avoir plus 1 aussi. Oui. Donc, finalement, on comprend. Si le résultat était moins 1, associé à Y, immédiatement après la mesure, paf, j'ai Y de l'autre côté. Et donc, j'ai moins 1. Donc, on est capable de développer une image qui me permet de comprendre ou de décrire dans l'espace réel ce que j'avais obtenu. Voilà, donc même résultat. Mais cette image pose un gros problème à Einstein, parce qu'Einstein, il a compris tout de suite qu'on avait cette image, si on insistait pour décrire dans l'espace réel. Et quel est le problème? C'est qu'on a l'impression qu'au moment où on fait la mesure ici, il se passe quelque chose qui instantanément affecte ce qui est là-bas. Et c'est pour ça que c'est génial, le papier Einstein, Podolsky et Rosen. Parce que l'intrication, encore une fois, tant qu'on est pour deux électrons qui sont l'un à côté de l'autre dans un atome, ça n'épate personne. Mais si vraiment ça existe à des distances macroscopiques, là c'est étonnant. Et Einstein avait dit, ça c'est quand même extraordinaire. Et il en conclut, Einstein, qu'il va falloir compléter le formalisme de la physique quantique. Donc, Einstein dit, à partir du moment où vous avez une corrélation très forte entre la mesure ici et la mesure là, eh bien la seule façon raisonnable de comprendre cette interprétation, c'est que dès le départ, les deux photons aient la propriété qui va faire qu'on aura plus 1 ou plus 1. Ou la propriété qui va faire qu'on aura moins 1 et moins 1. Alors ça a l'air extrêmement raisonnable. Hein. Si vous prenez l'exemple, enfin, moi j'aime bien cet exemple-là, l'exemple des jumeaux homozygotes, hein, ceux qui sont... Bon, ils ont les mêmes chromosomes, donc ils ont la même couleur des yeux, ils ont la même couleur de cheveux, éventuellement, s'ils n'ont pas de chance, ils ont la même maladie, et tout ça, c'est parce qu'ils ont les mêmes chromosomes. Et ça, même s'il y en a un qui vit aux États-Unis et l'autre qui vit en Australie. Donc l'image, c'est ça. J'ai des corrélations fortes à distance, et ben c'est parce que les deux, ils sont jumeaux, et que dès le départ, ils ont une propriété commune que Bell a appelée lambda. Naturellement, pour rendre compte du fait que c'est aléatoire, il faut que ce lambda diffère d'une paire à l'autre, donc il y a des paires qui seront plus, il y a des paires qui seront moins. Alors ça, cette image, elle est simple et convaincante, hein, comme celle des jumeaux, et le problème pour Bohr, c'est que cette image revient à compléter le formalisme quantique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Dans le formalisme quantique, toutes les paires sont décrites par le même vecteur d'état, 1 sur racine de 2, xx plus y, y. Mais là, je dis, il y a des paires qui vont donner plus 1, plus 1. Il y en a d'autres qui vont donner moins 1, moins 1. Donc, je rajoute quelque chose. Et Einstein était très content parce qu'Einstein était persuadé que la physique quantique était une sorte de physique statistique et qu'il y avait une structure en dessous qu'il fallait découvrir. Et il dit, vous voyez bien qu'il faut la compléter. Je suis obligé d'avoir des lambdas différents suivant les paires. Donc, il était très content. Et Bohr n'était pas content, parce que Bohr avait l'intuition, j'insiste, il avait l'intuition que s'il acceptait de compléter le formalisme quantique, les choses allaient mal se passer. Mais il ne l'a jamais démontré. Jamais. Et pour cette raison,
À la différence du débat de 1927 au congrès Solvay qui portait sur les relations d'incertitude d'Heisenberg et où Bohr à chaque fois avait réussi à contrer les arguments d'Einstein, ici, Bohr n'arrive pas à vraiment contrer les résultats d'Einstein. La réponse de Bohr à Einstein est une réponse de nature philosophique, épistémologique. Et j'ai lu 10 fois, 20 fois, 30 fois. Ah tiens, quelqu'un qui m'appelle, il faudrait peut-être que je leur dise que je ne suis pas là. Bon, on verra ça plus tard. Voilà. Toc, voilà. Je l'ai mis sur silence. J'aurais dû le faire avant, mais... Une fois, j'ai fait ça à la radio, j'étais dans le studio, ils n'étaient pas contents. C'était en direct. Donc, ce que je vous disais, c'est que quand vous lisez les deux articles de 1935, qui se suivent à quelques mois l'un de l'autre, il y a l'article Einstein de Rosen, et quelques mois après, Bohr se sent obligé de répondre. Finalement, la réponse de Bohr, elle est basée sur la philosophie de Bohr, qui est différente de celle d'Einstein. Donc, si vous adhérez à la philosophie de Bohr, vous êtes convaincu par le raisonnement de Bohr. Et moi, qui adhère plutôt à la philosophie d'Einstein, je ne suis absolument pas convaincu. Alors, je m'en sors d'une autre façon. Si vous voulez savoir, vous achetez mon livre. Je vous en dirai un mot à la fin, quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe après ce débat de 1935 ? Eh bien, il y a un débat intense entre Bohr et Einstein jusqu'à la mort de nos deux héros. Einstein meurt en 1955, Bohr meurt en 1962, mais jusqu'à sa mort, Bohr continue à essayer d'aligner des arguments pour répondre à Einstein. Mais à mon avis, c'est toujours de même nature, c'est toujours basé sur des pas des préjugés, des présupposés ou des positions philosophiques. Et puis personne ne s'y intéresse. Pourquoi ? Eh bien parce que la mécanique quantique accumule les succès. Les gens qui utilisent la mécanique quantique, les physiciens qui utilisent la mécanique quantique, arrivent à rendre compte de tous les phénomènes qui sont observés dans les laboratoires. Ça permet même, comme je vous l'ai dit, de prévoir des choses. Par exemple, dans un semi-conducteur, ça va se passer de telle et telle façon, et on va inventer le transistor, et le transistor va marcher, etc. Donc, la mécanique quantique accumule les succès et permet de faire des inventions révolutionnaires. Mais je crois qu'une raison particulièrement importante qui fait que les gens ne sont pas trop inquiets, pour ceux qui ont connaissance du débat, c'est qu'ils réalisent que le débat est de nature philosophique, interprétative. Einstein n'a aucun désaccord sur la façon de faire les calculs quantiques. Il dit juste, pour interpréter ces calculs, moi je suppose qu'il y a quelque chose en dessous. Et Bohr dit non, il n'y a rien en dessous. Mais ils sont d'accord sur la façon de faire les calculs. Donc si vous observez des phénomènes, vous faites les calculs, vous n'avez pas de raison de trop vous intéresser au débat Bohr-Einstein. Alors les choses vont rebondir en 1964, lorsqu'un théoricien au CERN à Genève du nom de John Bell va découvrir que si on prend vraiment au sérieux la position d'Einstein et qu'on la suit jusqu'au bout, eh bien à un moment, on arrive à une contradiction avec les prédictions de la physique quantique standard. C'est-à-dire si on complète la physique quantique, on rajoute des lambdas dans l'esprit défendu par Einstein, eh bien à un certain moment, on arrive à une contradiction avec la prédiction quantique standard. Et donc, on a maintenant un désaccord quantitatif entre le point de vue d'Einstein et celui de Bohr. Et donc, quand vous avez un désaccord quantitatif entre deux théories, eh bien, il n'y a qu'à aller au laboratoire et pour voir ce que nous dit la nature. C'est la nature qui tranche à la fin. Donc, on y va. Alors, il y a eu 3 générations d'expériences. Il y a eu d'abord les pionniers. Les pionniers, c'était John Clauser à Berkeley en 1972. Donc, il a reçu le prix Nobel 2022, en même temps que moi et que Zeilinger. Donc, il fait une expérience en 1972, qui est une expérience magnifique, qui est loin d'être idéale, mais pour l'époque, c'est un tour de force absolu. Alors la situation est assez marrante en 1972 parce que lui, il est à Berkeley, mais à Harvard, vous avez quelqu'un qui s'appelle Pipkin et Holt, enfin une équipe, Pipkin et Holt. Eux, ils trouvent un résultat en accord avec Einstein et en désaccord avec la physique quantique. Donc il y a débat. Alors en 1976, 2 nouvelles expériences sont faites. Donc Clauser refait une expérience analogue à celle de Harvard et il trouve la mécanique quantique. Et puis Fry au Texas, alors vous voyez, c'est assez marrant, vous avez Berkeley d'un côté, Harvard de l'autre, et au milieu, au Texas, vous avez Fry qui fait une expérience. Alors cette expérience de Fry,
Il est le premier à utiliser un laser, non pas parce que les autres étaient des idiots, mais parce que les technologies progressent. Il est le premier à utiliser un laser, il a des résultats qui sont plus convaincants, et donc le score est de 3-1 en faveur de la mécanique quantique. Néanmoins, toutes ces expériences sont très notablement différentes du schéma que je vous ai présenté jusqu'à présent. Il faudrait que je rentre dans les détails pour vous expliquer, mais le test est indirect, en quelque sorte. Et c'est pour ça que je vais me lancer en 1974 dans une nouvelle série d'expériences, dont on va dire, octobre 74, donc on va dire 1975. Je vais passer presque 5 ans à développer une source de paires de photons intriqués. Et vous voyez, c'est une expérience dans laquelle vous avez 3 lasers qui tapent sur des atomes qui sont à l'intérieur d'une enceinte à vide, qu'on appelle un jet atomique. Puis les photons, on les attrape avec des lentilles, on les envoie très loin. On les envoie très loin, pourquoi ? Parce que je voulais vraiment explorer le côté éloigné des photons. Est-ce que l'intrication est encore là quand ils sont loin l'un de l'autre? Donc on les met très loin. Et puis voilà, il y a des détecteurs à 2 voies. Pour la première fois, on a des détecteurs à 2 voies. Donc ça va être cette expérience que personne n'avait faite jusque-là. Alors celle-là ressemble vraiment à ce que je vous ai décrit. Dans les expériences précédentes, ils n'avaient pas la deuxième voie. Ils avaient juste la voie +1. Ils n'avaient pas la voie -1. Donc il faut faire un peu des calibrations auxiliaires, etc., pour arriver à en tirer quelque chose. Nous, pour la première fois, on a des on a des polariseurs à 2 voies. Alors aujourd'hui, ceux qui se connaissent sur l'optique, vous disent « il n'y a qu'à les commander sur catalogue ». Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas moyen de les commander sur catalogue. Vous savez comment je les ai eus, mes polariseurs à 2 voies? C'est en soudoyant des gens qui travaillaient dans le laboratoire Philips à Eindhoven, qui étaient capables de faire les calculs, de déposer les couches, et il y a quand même 34 couches diélectriques bien contrôlées là-dessus, et de me fournir ça. Et quand je leur ai demandé combien ça allait me coûter, ils m'ont dit « c'est beaucoup trop cher pour toi, on va te le faire gratuitement ». Voilà. Donc ça m'a coûté quelques bouteilles de vin pour les remercier, mais ça compte pas. Donc pour la première fois, on a réussi à faire avec les résultats +1 ou -1, on a eu un résultat, mais alors en accord avec la physique quantique, on a violé les inégalités de Bell, c'est-à-dire on a été loin de la limite entre les deux théories par presque 50 écarts-types, ce qui est très impressionnant. Et puis on a fait la dernière expérience, qui est celle qui m'a valu le prix Nobel, il faut le dire. Quand on lisait bien l'article de Bell, qui remonte à 1964-65, Bell disait « si vous voulez vraiment démontrer ce caractère extraordinaire de l'intrication, il faut arriver à changer l'orientation du polariseur pendant que les photons se déplacent dans l'espace. » Alors, ça, c'est le polariseur. Alors, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais c'est grand comme ça. Et les tubes que vous voyez ici, ce sont des écrans. En particulier, il y a du plomb dedans parce que vous ne voulez pas être embêté par les rayons cosmiques. Donc, vous mettez du plomb pour éliminer les rayons cosmiques. Donc, ça fait bien 40 kilos. Alors, vous n'allez pas arriver à trouver, vous n'allez pas réussir à tourner 40 kilos alors que les photons se propagent entre la source et le détecteur. Moi, j'avais 6 mètres dans mon expérience. Vous voyez, entre la source et le détecteur, j'avais 6 mètres. 6 mètres, c'est 20 nanosecondes, 20 milliardièmes de seconde. Donc, tourner un polariseur comme ça en 20 milliardièmes, ça ne marche pas. Alors, j'ai eu une idée, et je dois le dire, je le racontais, je crois, tout à l'heure à table. Cette idée, je l'ai eue parce que je faisais la préparation à l'agrégation à l'ENS de Cachan et que les agrégatifs se disputaient sur un sujet d'interprétation de l'interaction entre une onde sonore et une onde lumineuse. Et ils débattaient pour savoir s'il y avait une différence suivant que l'onde était progressive ou stationnaire. Et d'un seul coup, ça m'a donné l'idée que si j'utilisais une onde stationnaire, je pouvais construire un commutateur qui envoie soit la lumière tout droit, soit un quart de période plus tard sur le côté, un quart de période plus tard tout droit. Et j'ai réussi ainsi à faire un commutateur qui changeait un aiguillage en quelque sorte, qui changeait la direction de sortie toutes les 10 nanosecondes. 10 nanosecondes, c'est moins que les 20 nanosecondes. Et donc, vous voyez que si je mets ici un polariseur dans l'orientation A et ici un polariseur dans l'orientation A', eh bien l'ensemble est équivalent à un seul polariseur qui tourne de A à A'. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué pour avoir le prix Nobel, il suffit de faire une expérience comme ça. Alors, il y a une troisième génération d'expériences, dont nos expériences, c'est 81-82. 1900, hein, pas 1800 quand même, hein, attention. Troisième génération d'expériences, ça démarre vers la fin des années 1980. Il y a des gens qui réalisent qu'il y a une façon
encore plus efficace de faire des paires de photos intriquées. Bon, notre source était bien meilleure que la source précédente. Je ne rentre pas sur les détails, mais grâce à des lasers, on arrivait à mettre les atomes dans un état où ils n'avaient pas d'autre choix que d'émettre juste les 2 photons qu'on voulait. Mais elle avait quand même un inconvénient, cette source, c'est que certes, c'était les photons qu'on voulait, mais dans des directions à peu près aléatoires de l'espace. Donc il fallait les attraper avec des grosses lentilles, ça faisait des complications. Il y a des gens qui ont l'idée qu'avec un phénomène d'optique non linéaire qui s'appelle la division paramétrique, on peut prendre un photon ultraviolet, l'injecter dans un cristal, et dans ce cas-là, il sort 2 photons qui vont être intriqués en polarisation. Alors, ils sont intriqués en polarisation si vous avez tout fait bien, hein, c'est très compliqué. Mais si vous faites tout bien, ils sont intriqués en polarisation. Et le gros avantage, c'est qu'ils sont émis dans des directions très précises. Et donc, vous pouvez les injecter dans des fibres optiques. Et si vous les injectez dans des fibres optiques, vous pouvez aller loin. Alors, par exemple, Nicolas Gisin, à Genève, il injecte ses photons dans la gare de Genève, à Cornavin, et puis il détecte dans le village de Bellevue, qui est à plusieurs kilomètres, et dans le village de Bernex, qui est à plusieurs kilomètres. Et puis il détecte et il constate que la corrélation est encore là, à plusieurs kilomètres de distance. C'est quand même impressionnant, surtout qu'il a une technologie qui lui permet d'utiliser le réseau commercial de fibre optique des télécoms suisses, et ça veut dire qu'il est capable de se débrouiller avec les imperfections du réseau commercial. C'est remarquable. Au même moment, vous avez Zeilinger à Genève qui fait une expérience qui fait ce que ne faisait pas Gisin à Genève, il a eu tort de ne pas le faire à mon avis, c'est-à-dire que comme la fibre optique était assez longue, il avait le temps de lancer un générateur de nombres aléatoires qui choisissait aléatoirement l'orientation du polariseur. Comme il avait plusieurs centaines de mètres, il avait le temps de choisir l'orientation du polariseur et il le choisissait avec un générateur de nombres aléatoires, ce que je ne pouvais pas faire. Et donc, le résultat, c'est qu'il a une expérience qui ressemble à la mienne, mais en bien mieux. Alors, je ne suis pas vexé du tout, hein. On est en 1998, moi j'étais en 1982. Heureusement qu'ils avaient fait des progrès en 16 ans. Donc ça, c'est Zeilinger, le 3e larron du prix Nobel. Voilà l'expérience qu'il a faite, puis il a fait après des applications. Voilà. Donc, la conclusion, au moment où j'ai fait mon expérience, on pouvait encore pinailler en disant « Ouais, mais vos détecteurs ne sont pas parfaits. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. Oui, mais vos commutations, elles sont périodiques, elles ne sont pas aléatoires. » Mais vers la fin des années 1990, on a pratiquement fermé presque toutes les échappatoires. Et finalement, toutes les échappatoires seront fermées totalement en 2015. En 2015, il y a plusieurs expériences qui sont publiées dans lesquelles les gens ferment vraiment. Les détecteurs sont parfaits, les changements d'orientation pendant le temps de vol des photons sont vraiment aléatoires, etc. Et il n'y a pas photo, c'est toujours la mécanique quantique qui gagne dans cette affaire-là. Donc, il faut renoncer au point de vue d'Einstein qui s'appelle le réalisme local. Alors, qu'est-ce que c'est que ce réalisme local? À quoi faut-il renoncer? Eh bien, Einstein lui-même nous l'a dit. Alors là, en général, les gens sont surpris. Ah bon, Einstein ne croyait pas à ce qu'il disait? Si, Einstein n'était pas débile. Il croyait à ce qu'il disait. Il faisait un raisonnement par l'absurde. Il disait, quand il faisait son raisonnement EPR, il disait, si je n'avais pas raison, voilà ce que vous devriez avaler. Et c'est tellement extraordinaire que, évidemment, j'ai raison. Donc, qu'est-ce qu'il faut avaler maintenant que nous savons qu'il n'avait pas raison? Alors, il a énoncé sous 2 façons différentes. Il a dit, il vous faudrait, parce qu'il croyait que ça n'arriverait pas, il vous faudrait soit abandonner l'indépendance des réalités physiques présentes dans des volumes distants, je vais commenter, ce qu'on appelle le holisme quantique, soit accepter que la mesure sur un système modifie instantanément la situation réelle, c'est les mots d'Einstein, ce qu'on appelle la réalité physique, du 2e système, c'est ce qu'on appelle la non-localité quantique. Alors le holisme quantique, c'est quoi? C'est le fait que, et ça c'est la réponse de Bohr, la réponse de Bohr à Einstein dit ça. La réponse de Bohr à Einstein dit « Ah ben non, mais vos 2 particules, même si elles sont loin l'une de l'autre, c'est un tout global. Et la mesure, c'est une mesure globale. » Et Bohr, il esquive soigneusement la discussion de dire « Non, mais attendez, si elles sont à 30 mètres l'une de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire être un tout global avec une mesure globale à 30 mètres l'une de l'autre ?» Il n'aborde pas ce sujet, Bohr. Mais donc le holisme quantique, c'est le fait que même si les particules sont à 10 mètres ou 20 mètres ou 200 mètres ou 1000 km l'une de l'autre, elles continuent à former un tout global. Reconnaissez que c'est quand même une drôle d'image. Alors la non-localité quantique, finalement, ce n'est pas si différent que ça. Ça consiste à dire que
les deux particules formant un tout global, si je fais quelque chose sur la première, ça affecte instantanément la deuxième. Et ça, on l'énonce en parlant de non-localité quantique. Moi, personnellement, c'est l'image que je préfère. Dans mon monde, il y a de la non-localité quantique. Quand j'effectue une mesure sur une particule, ça affecte la particule qui est à l'autre bout. C'est ma vision des choses. Je ne dis pas que j'ai raison, parce que la seule chose qui est certaine, c'est le résultat des calculs. Là, je vous parle d'une interprétation. Donc voilà ce qu'est la non-localité quantique. Alors, quand même, je vous préviens tout de suite, si vous me posez une question tout à l'heure, je pourrais vous expliquer. On ne peut pas pour autant transmettre un signal utilisable plus vite que la lumière. Je vous ai dit, je fais un truc à la première particule et ça affecte la deuxième. Mais je ne peux pas utiliser ce phénomène pour appuyer sur un bouton et allumer une lumière ou faire exploser une bombe ou ce que vous voulez, de l'autre côté. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, je vais quand même essayer de vous convaincre que la non-localité, ou plutôt je vais vous montrer que la non-localité quantique, ça peut être une image utile en choisissant un exemple, et en plus qui est intéressant comme application en technologie quantique, c'est l'exemple de la cryptographie quantique. Vous allez voir comment la non-localité quantique vous permet de comprendre instantanément pourquoi la cryptographie quantique suivant la méthode de Eckert est une bonne méthode. Alors allons-y. Donc, que nous dit, je vous le répète, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais que nous dit cette image dans laquelle on fait d'abord la mesure du premier côté et puis la deuxième mesure de l'autre côté? Cette image me dit que les deux photons progressent. Jusqu'au dernier moment, je peux avoir plus 1 ou moins 1. J'insiste là-dessus. Jusqu'au dernier moment, je peux avoir plus 1 ou moins 1. Mais si j'ai plus 1 d'un côté, j'ai plus 1 de l'autre. Si j'ai moins 1 d'un côté, j'ai moins 1 de l'autre. C'est ça la non-localité quantique et c'est ça qui va être à la base de la réussite de la cryptographie quantique à la méthode d'Eckert. Alors commençons par la cryptographie pas quantique. L'idée de base de la cryptographie idéale a été énoncée par Claude Shannon en 1947, je crois, vous savez, c'est le fondateur de la théorie de l'information, Shannon. Et donc, il a dit, voilà, il y a une méthode de cryptographie qui est imbattable, c'est la suivante. Alice et Bob ont deux séries aléatoires identiques de 1 et de 0. Alice se sert de sa série pour coder, c'est-à-dire elle prend son information et puis elle fait une addition booléenne, donc on essaie l'addition booléenne, c'est 0 plus 0 donne 0, 0 plus 1 donne 1, et 1 plus 1 donne 0. Donc elle fait ça, et Bob, à l'autre bout, reçoit le message codé, que l'espion qui s'appelle Eve n'a pas pu décoder, et il rajoute 1, 0, etc., et paf, il retrouve le message initial. Shannon démontre, c'est un raisonnement mathématique, c'est la solidité d'un théorème mathématique. Il démontre que la méthode est absolument sûre à une condition, c'est que le message ne soit pas plus long que la clé de codage. Parce que si le message est plus long, vous allez utiliser plusieurs fois la même clé, et les mathématiciens appliqués qui font de la cryptographie quantique sont des gens extrêmement forts, et ils vont arriver à repérer des périodicités là-dedans et arriver à décoder. Donc le problème, ça devient la question suivante, est-ce que je suis capable d'envoyer à Alice et Bob deux séries strictement identiques et aléatoires de 1 et de 0. Et là, pour ceux qui m'ont bien suivi et qui ne sont pas encore épuisés, vous comprenez que les paires de photons intriqués font automatiquement le boulot. Je m'explique. Si j'ai une source de paires de photons intriqués, j'insiste encore une fois, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si ça va être plus 1 ou moins 1. Donc il n'y a rien à espionner ici puisque ce n'est pas encore décidé. Et au dernier moment, si on a plus 1 d'un côté, on a plus 1 de l'autre. Si on a moins 1 d'un côté, on a moins 1 de l'autre. Alors j'avais dit 1 et 0, mais vous n'avez qu'à dire plus 1 et moins 1. On est d'accord. Et donc vous voyez que la non-localité quantique me permet instantanément de comprendre pourquoi la méthode d'Eckert doit être une bonne méthode. Alors après, vous avez un papier long comme ça, avec plein d'équations et tout, pour le démontrer sur une base solide. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, dans la non-localité, c'est que ça me donne des images qui d'emblée me permettent de dire ça c'est bon, c'est sûr, ça va marcher. Voilà. Donc voilà comment la non-localité quantique me permet de comprendre que la méthode d'Eckert est une bonne méthode, parce que, encore une fois, au moment où ça passe, la décision n'est pas encore prise. Si la décision était prise, il y aurait des variables cachées. Et s'il y avait des variables cachées, on ne violerait pas les inégalités de Bell. Et donc,
Alice et Bob, de temps en temps, ils font un test des inégalités de Bell. Et si jamais il y a quelqu'un qui bricole les photons au passage, ils vont s'en apercevoir par le fait qu'ils n'arriveront pas à tester, ils n'arriveront pas à violer les inégalités de Bell. Si vous voulez me poser un peu plus de questions là-dessus, j'espère vous avoir donné l'idée. Alors, il faut savoir aujourd'hui que nos amis chinois ont réussi à émettre des paires de photons intriqués depuis un satellite et à observer à plus de 1000 km de distance. Ils ont 2 stations de détection à 1000 km de distance et ils ont répété l'expérience à 1000 km de distance. L'intrication est toujours là et ils ont réussi à faire de la cryptographie quantique à plus de 1000 km de distance. Donc tout ça est assez impressionnant. Voilà. Donc il est temps de conclure. Je vous ai parlé de la première révolution quantique qui était à la fois conceptuelle, scientifique et technologique. Qu'en est-il de la seconde ? Alors d'abord sur le plan conceptuel, je ne vous ai parlé que d'intrication, mais il y avait quelque chose qui était sous-entendu en dessous et que les plus vieux d'entre nous vont comprendre que c'est quelque chose d'absolument nouveau. C'est le fait qu'on est capable de manipuler les objets quantiques uniques. Sachez que jusqu'à 1970, personne n'avait jamais été capable d'observer et de manipuler un objet quantique unique. Il y a même Schrödinger, qui était pourtant l'un des pères fondateurs de la physique quantique, qui avait dit « Nous n'expérimentons jamais que sur des grands ensembles. Jamais nous n'arriverons à expérimenter sur un objet quantique unique. » Alors du coup, le fait que la physique quantique ne donne des résultats que sous forme probabiliste ne les étonne pas trop. Si la physique quantique ne sert qu'à décrire des grands ensembles, il n'y a rien de très surprenant au fait qu'on a des probabilités à la fin. Mais à partir de 1970, vous avez quelqu'un qui s'appelle Hans Dehmelt, un Allemand qui travaillait sur la côte ouest des États-Unis, à Seattle. Il a été capable de capturer un électron unique dans un piège électromagnétique qui est ici. Il a été capable de capturer un électron unique, de le manipuler, de l'observer, de le garder pendant une semaine. Voyez. Et puis, on a été capable, avec le microscope à force atomique, d'observer et de déplacer des atomes uniques. On a été capable de fabriquer des photons uniques. Je vous ai décrit l'expérience faite avec Rangier, etc. Et donc, la deuxième révolution quantique, elle s'appuie sur 2 ingrédients, comprendre l'importance et utiliser l'intrication, et par ailleurs manipuler les objets quantiques uniques. Et les uns vont avec l'autre, parce que l'intrication, vous n'arrivez à la voir que parce que vous avez isolé votre paire. Moi, dans mes expériences, j'ai une paire et je mesure la corrélation entre les 2 photons de la même paire. Si j'avais le photon d'une première paire et le photon d'une deuxième paire, il n'y aurait aucune corrélation. Donc voilà les 2 ingrédients de la seconde révolution quantique. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Bien, évidemment, on a des tas d'applications scientifiques, je vous en ai parlé. Et puis, il y a un certain nombre, un certain nombre d'exemples. Ça, c'est les photons uniques d'Haroche dans sa cavité. Ça, c'est notre source, la source que j'ai développée à l'Institut d'optique. Et puis, vous avez le sujet du prix Nobel de cette année, Michel Devoré et les autres, le fait que, grâce à des effets quantiques macroscopiques, on peut donner des propriétés quantiques d'objets quantiques uniques à des circuits supraconducteurs. Et ça, c'est tout le développement des qubits, des bits quantiques à supraconducteurs, dont c'est ce qui a valu Michel Devoré le prix Nobel cette année, et avec des propriétés qui avaient été découvertes au CEA à Saclay en particulier, avec Daniel Estève et une équipe qui est toujours très brillante au CEA Saclay. Alors, les applications. Les applications, on pense à 3 types d'applications. Les communications quantiques avec la cryptographie, je vous en ai déjà parlé, et il y a aussi la téléportation. Alors je vous arrête tout de suite. La téléportation, c'est pas j'appuie sur un bouton et je me retrouve dans mon lit à Gif-sur-Yvette. Non. La téléportation quantique, ça téléporte l'état quantique. Alors pourquoi est-ce que c'est extraordinaire ? C'est extraordinaire parce que en physique quantique, vous avez un objet qui est là, il est décrit par un état, mais cet état, on n'a aucune mesure qui permette de le connaître dans sa totalité. Si on a 1 million de systèmes identiques, oui, on fait les mesures et on va finir par connaître. Mais quand vous avez un système à un seul, vous ne pouvez connaître qu'une partie de l'état. Eh bien, la téléportation quantique, ça vous permet quand même de prendre cet état et de le coller là-bas. Vous ne le connaissez toujours pas, mais vous savez que vous l'avez transféré d'ici à là. Alors vous allez me dire à quoi ça sert ? Imaginez que vous avez un ordinateur quantique qui est ici
et le résultat sort sous forme d'un état quantique. Si vous avez besoin de ce résultat pour un deuxième ordinateur, il vaudrait mieux ne pas dégrader l'information de l'un à l'autre, et donc vous allez utiliser la téléportation quantique pour prendre l'état de sortie du premier ordinateur et l'envoyer à l'entrée du deuxième ordinateur. Donc la téléportation quantique, pour un physicien, c'est aussi extraordinaire que d'envoyer son chat à l'autre bout de la galaxie. Alors les ordinateurs quantiques, on est en plein dedans. Personne ne sait où ça va nous amener. Tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis les quelques années où je suis impliqué là-dedans, ça progresse plus vite que je ne l'imaginais. Alors vous avez les ordinateurs à atomes neutres, c'est la société Pascal dont je me trouve être cofondateur parce que c'est des anciens étudiants à moi qui ont développé la société et qui m'ont demandé de venir avec eux. C'est eux les créatifs, c'est pas moi. Mais moi, je me suis juste contenté de les encourager, donc ils m'ont demandé de venir avec eux. Vous avez les ordinateurs quantiques à ions, vous avez les ordinateurs quantiques à photons, ça c'est Pascal Senlar et la société Candela, et puis vous avez les ordinateurs quantiques à base de puces supraconductrices, dont les travaux du CEA et avec une société française qui s'appelle Alice et Bob. Personne ne sait où on va, personne ne sait si un bit quantique sera meilleur que les autres. Moi j'ai tendance à penser que ça dépendra des applications. Personne ne sait si on arrivera à avoir un ordinateur parfait, universel, qui permet de répondre à beaucoup de problèmes, comme nos ordinateurs classiques habituels. Par contre, je serais quand même très surpris qu'on n'ait pas un certain nombre d'applications, au minimum de niche. On a déjà des cas où Antoine Broès, avec son ordinateur à atomes neutres, est capable de traiter des problèmes qu'aucun ordinateur classique n'est capable de traiter. Pour ceux qui auraient fait un peu de matière condensée, le problème d'Ising à 300 particules, aucun ordinateur classique n'est capable de résoudre le problème d'Ising à 300 particules, Broès le résout. Bon. Donc, enfin, la métrologie quantique. Le fait d'être capable de faire des mesures avec des objets quantiques uniques apporte des solutions à la mesure qui sont vraiment extraordinaires, et ça marche aussi, il y a des niches qui fonctionnent. Alors, vous entendez tous parler de suprématie quantique, mais alors dans le cadre du politiquement correct, il ne faut pas utiliser le mot suprématie quantique parce que le mot suprématie aux États-Unis fait référence aux suprémacistes blancs qui pensent que la race blanche est supérieure aux autres. Donc nous, ça ne nous concerne pas trop, mais autant utiliser le même vocabulaire que tout le monde. Donc on ne va pas utiliser le mot suprématie, on va utiliser le mot avantage quantique. Alors, avantage quantique, c'est le fait que l'ordinateur quantique aurait un avantage sur l'ordinateur classique. Alors on pense immédiatement, et tout le monde pense, au fait que normalement l'ordinateur quantique doit permettre de faire des calculs qui ne sont pas accessibles à l'ordinateur classique. Je vous ai cité l'exemple, résoudre le problème d'Ising à 300 particules. L'ordinateur classique ne peut pas, le quantique peut. Mais il y a une autre facette à l'avantage quantique. La facette, c'est et si l'ordinateur quantique arrivait à résoudre des problèmes que vous pouvez certes résoudre avec des ordinateurs classiques, mais en dépensant beaucoup moins d'énergie. Vous savez que c'est quand même un problème majeur à l'heure actuelle. Les très grands centres de calcul consomment des quantités d'énergie phénoménales. Et il n'est pas exclu que l'ordinateur quantique permette de faire le même genre de calcul d'une façon beaucoup plus efficace en termes énergiques. Donc tout ça conduit à un débat qu'on avait au déjeuner tout à l'heure, à savoir que beaucoup d'entre vous, surtout parmi les jeunes, mais pas que, il y a les vieux aussi, vous êtes très inquiets de l'évolution de la société, de l'état de la planète. Alors j'ai vraiment un message, vous n'allez pas lutter contre les problèmes de la planète en ignorant la science. Vous allez lutter contre les problèmes de la planète en connaissant la science et en trouvant un moyen de l'utiliser pour lutter contre les problèmes du réchauffement climatique. Et ici, vous avez un exemple. Il se peut que l'avantage quantique, ce soit tout simplement de faire des calculs qui consomment moins d'énergie. Donc voilà, moi je suis extrêmement motivé par ça. Donc personne ne peut répondre avec certitude où tout ça va nous mener. Il y a quand même des progrès, encore une fois, extrêmement rapides. Beaucoup I3, dont je cite, il y a l'Europe, l'Île-de-France, je suis sur la région Bretagne, etc. Il y a un tas de programmes. Vous avez des sociétés qui ont beaucoup d'argent,
Microsoft, Google, IBM et Amazon. Alors ceux d'entre vous qui suivent l'actualité boursière savent que Atos n'a pas beaucoup d'argent, mais sachez que la société Atos vient d'être coupée en deux et que la partie quantique est mise dans une partie d'Atos qui, elle, marche extrêmement bien, qui est celle des très gros calculateurs. Vous ne le savez peut-être pas, mais on est capable en Europe de fabriquer des calculateurs qui sont quasiment aussi gros que les calculateurs qui sont aux États-Unis. Et la société qui est capable de faire ça, c'est Atos. Et dans la branche d'Atos qui fait ça et qui marche très bien, il y a aussi avec cette branche le quantique, dont Atos aussi investit dans le quantique. Je sais parce que je suis impliqué dedans. Je fais partie dans le conseil scientifique. Et puis, vous avez une flopée de start-up. Alors, j'ai des conflits d'intérêts, bien sûr. Je suis cofondateur de Pascal, je suis dans le conseil scientifique de Candela, je suis dans le conseil scientifique de WeLink, etc. Donc voilà, je pense que ça ne m'empêche pas d'avoir ma liberté de penser en tant que scientifique. Tout ça, ce sont des perspectives absolument fascinantes. Alors, juste pour conclure, pour terminer sur une note plus légère et parce que les gens me le demandent, alors d'abord, je vais insister sur le fait que j'ai passé presque 10 ans de ma vie à développer cette expérience, mais quand je suis arrivé au bout, donc j'avais 2 ingénieurs formidables, un en mécanique et l'autre en électronique, mécanique et optique, mais il y a de la mécanique fine avec l'optique. Et puis quand je suis arrivé au bout, j'avais besoin d'avoir des interlocuteurs qui étaient des physiciens. J'ai recruté 2 jeunes étudiants de master qui étaient absolument formidables, et d'ailleurs la suite de leur carrière l'a démontré. L'un s'appelait Jean Dalibard, l'autre s'appelait Philippe Grangier. J'ai eu la chance d'avoir 2 étudiants qu'on dirait de master aujourd'hui, ils étaient de 3e cycle, pour m'aider à faire les dernières expériences, ils sont co-auteurs des articles. Voilà, donc je dois tout ça. Et puis, donc, juste parce que souvent on me pose la question, peut-être vous n'oserez pas, alors j'y réponds au cas où vous n'oseriez pas, comment on apprend qu'on a le prix Nobel ? Eh bien, on apprend qu'on a le prix Nobel parce qu'à 11h24, j'ai reçu un SMS de la secrétaire de direction de l'Institut d'optique qui m'envoie un SMS. J'étais dans une réunion à l'Académie des sciences, comme par hasard à côté de Serge Haroche et de Jean Dalibard. Mais vraiment, c'est une photo, une vraie photo. J'étais là et je reçois un SMS qui me dit « Je viens d'avoir un appel de Stockholm. Elle, je ne sais pas qui, ne veut pas me dire de quoi il s'agit, mais que c'était extrêmement urgent. Elle veut votre portable. Je peux le lui donner. » Et là, quand même, je sais que c'est le moment où ils vont annoncer le prix Nobel. Stockholm, prix Nobel, je fais la corrélation et je réponds « Oui, donnez mon portable. » Et à 11h39, donc, bon, je peux vous donner les détails parce qu'ils sont marrants. Donc là, je sors. Mon voisin avait vu que c'était un appel de Stockholm. Donc je sors, on me dit, professeur Aspect, attention, mais il ne faut surtout pas le dire avant qu'on l'annonce sur le web. Bon, très bien. Donc je rentre dans la salle, tout le monde dit, alors, l'appel de Stockholm. Je leur réponds, le comité Nobel ne m'a pas autorisé à vous dire l'information. Donc tout le monde se met sur son portable, etc. Et là, il était 11h25. Et là, à 11h39, la nouvelle est annoncée sur le web. Donc on le sait un quart d'heure avant. Les gens qui vous disent qu'on a l'information avant, en tout cas dans mon cas, il y avait 0 information avant. C'est la surprise la plus complète. Mais résultat, 2 mois plus tard, on s'est retrouvé en pingouin à Stockholm avec Philippe Grangier et Jean Dalibard. Et on a fait la fête ensemble. Voilà. Je vous remercie. Alors, comme j'ai été confortablement assis pendant toute la conférence, je suis apte à répondre à des questions. Donc, c'était par rapport à la communication. Une fois qu'on a nos 2 éléments qui sont intriqués, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, en changer la polarisation de l'un pour essayer de communiquer avec des bits à l'autre instantanément? Alors, c'est une bonne question et j'ai quelques transparences sur le sujet. Pas de signaling faster than light. Signaling, ça veut dire envoyer un signal utilisable. Donc on ne peut pas envoyer un signal utilisable plus vite que la lumière avec des paires EPR. Pourquoi? Parce que, vous voyez, imaginez, c'est très bonne votre idée. Vous avez Alice qui est ici, et puis vous avez Bob qui est là.
Et donc, si Alice change brutalement la direction de son polariseur, on se dit, comme le résultat de la mesure influe sur le deuxième photon, Bob peut savoir qu'elle a changé son orientation, et plus vite que la lumière. Eh bien, la réponse est non. Pourquoi est-ce que la réponse est non? Parce que pour Bob, je vous rappelle que tant qu'il ne regarde que son photon, c'est toujours 50% de chance d'avoir plus 1 et 50% de chance d'avoir moins 1, quelles que soient les orientations. Donc pour lui, rien ne change. Vous savez, je vous rappelais le jeu pile ou face truqué. Tant que vous regardez d'un côté, ça a l'air totalement aléatoire et rien ne change sur la mesure unique. Ce qui change, c'est la corrélation entre les deux côtés. Alors tout ça, alors vous allez dire, ah bon, c'est décevant. Mais non, pas quand même, parce que d'abord, l'idée de la cryptographie quantique, elle vient quand même du fait qu'on a compris cette chose-là. Moi, Arthur Eckert, qui a inventé la méthode, m'a dit que c'était en regardant le schéma de mon expérience qu'il avait eu l'idée de la cryptographie quantique. Donc quand même, le fait de penser en termes de non-localité, ça vous donne des intuitions qui sont bonnes. Et puis, en plus, on peut aller encore plus loin pour mettre en évidence un résultat qui a l'air extrêmement général. C'est-à-dire, on va le voir ici, mais ça a l'air vrai dans la téléportation quantique, ça a l'air vrai dans plein de phénomènes d'information quantique à distance. Pour que Bob puisse avoir conscience du fait qu'Alice a changé son orientation, il faudrait qu'il compare ses résultats aux résultats d'Alice. Donc il faudrait que Alice lui envoie ses résultats par un canal classique. Et le canal classique ne va pas plus vite que la lumière. Mais au bout de ce temps-là, Bob peut avoir conscience. Eh bien, figurez-vous que dans la plupart des méthodes d'information quantique à distance que l'on connaît, par exemple la téléportation quantique, on se retrouve toujours dans ce schéma où il y a à la fois un canal quantique qui paraît être instantané et un canal classique qui, lui, a besoin du temps nécessaire pour se propager dans un canal classique. Donc, vous voyez, le fait de faire ce raisonnement, ça nous conduit quand même à quelque chose d'intéressant. Alors, vous pouvez me dire à quoi ça sert de faire ces raisonnements-là. Si vous me dites ça, je vous dirai, jeune homme, vous appartenez à l'école Shut Up and Calculate, qui est l'école la plus répandue en physique quantique. C'est-à-dire, ne pose pas de questions, fais les calculs et compare les résultats de calcul à ce que tu observes au laboratoire, et il y a besoin de rien faire de plus. C'est ce que nous disait Niels Bohr, grosso modo. Moi, je n'appartiens pas à ce club-là, j'appartiens au club de gens qui aiment bien avoir des images. J'ai insisté depuis le début. J'aime bien avoir des images dans notre espace. Ces images sont bizarres, parfois elles sont même légèrement incohérentes, mais avec l'expérience, j'ai appris à me débrouiller avec, et elles ont l'immense avantage qu'elles me donnent des intuitions que je n'ai pas dans les équations. Mais attention, une fois que j'ai eu une intuition qu'un truc pourrait être intéressant, je fais les calculs pour vérifier si le résultat du calcul valide mon intuition. Donc, je vous remercie de votre question parce qu'elle m'a permis de mettre le doigt sur cette question. Voilà pourquoi on ne peut pas transmettre un signal utilisable plus vite que la lumière, et ça m'a permis de mettre le doigt sur le fait que dans la plupart des schémas d'information quantique à distance, il y a à la fois un canal quantique instantané et un canal classique qui, lui, a besoin de temps. C'est profond, hein? C'est pas moi qui ai inventé. Moi, je me contente de le dire. Oui. Allez-y. Il y en a qui ont levé le bras. J'ai juste deux questions. La première, c'était par rapport à la première évolution quantique sur la stabilité de la matière. Vous avez dit Qu'est-ce qui parle là? Levez le bras. C'est moi, désolé. D'accord. Désolé. Oui, j'aime bien voir qui parle. En plus, c'est un moustachu, je me méfie de lui. Oh mince, je vais la couper. Sur la première évolution quantique, vous avez parlé du coup de la stabilité de la matière et qu'il était qu'il fallait une quantité de matière, d'énergie très importante pour que la matière cède sur elle-même. Pas pour qu'elle cède sur elle-même, pour arriver à amener l'électron très proche. Très près d'une position. Et du coup, ça m'a fait penser au trou noir et je me suis posé la question si ça pouvait expliquer, si c'était l'origine des trous noirs, qu'une forte concentration d'énergie pouvait amener à une création d'un trou noir. Non, ce n'est pas l'origine des trous noirs. Les trous noirs, c'est dans le cadre de la relativité générale, okay. C'est la gravitation. Et en plus, vous mettez le doigt sur un problème majeur, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas bien fusionner la physique quantique et la relativité générale. C'est un des gros problèmes des théoriciens de notre époque.
Donc, mais le trou noir, c'est la relativité générale, la gravitation. Donc, ça pas la physique quantique. Okay. Alors après, il y a des phénomènes quantiques autour des trous noirs. Steve Hawking a démontré des choses intéressantes du genre, si j'ai une paire de photons intriqués, qu'il y en a un qui tombe dans le trou noir et l'autre qui reste dehors, il se passe des tas de choses très intéressantes. Mais en tout cas, c'est pas vraiment ça. Voilà. Et Deuxième question. Tout Comme à fait. votre première question était bonne, vous pouvez poser la seconde. La deuxième question, c'est sur les polarisations. Du coup, j'imagine qu'il y a plusieurs polarisations possibles, pas seulement deux pour les électrons. Mais est-ce que ce serait possible d'imaginer qu'un électron soit soit corrélé à plein d'autres électrons et d'écrire un message ou d'envoyer des informations en changeant seulement la polarisation d'un seul électron, en changeant la polarisation au préalable de plusieurs électrons? Bon, alors d'abord, c'est pas des électrons, c'est des photons. Mais Des photons, désolé. C'est pas grave. Le point, c'est que, je vais être un peu technique, l'espace des états de polarisation, il est de dimension 2. Donc, quand vous faites une mesure de polarisation, quel que soit le polariseur que vous utilisez, quelle que soit son orientation, ça peut être un polariseur circulaire, ça peut être un polariseur elliptique, quel que soit le polariseur que vous utilisez, il n'a que deux sorties. Une sortie plus 1, une sortie moins 1. Voilà. Donc, on ne peut pas faire des choses plus compliquées dans ce schéma-là. Après, il y a des schémas plus compliqués, avec 3 photons, etc. Mais avec 2 photons, la polarisation d'un photon, c'est quantifié, et ça ne peut prendre que 2 valeurs possibles. Vous voyez, voilà pourquoi, quand je commence mon exposé, j'explique que la physique quantique, c'est d'abord le fait que, pour la plupart des valeurs intéressantes en physique quantique, il n'y a qu'un nombre fini de résultats possibles. Alors du coup, pour ceux d'entre vous qui ont commencé à apprendre la physique, là je parle à mes collègues aussi qui enseignent la physique quantique, je pense que du coup, commencer à enseigner la physique quantique en parlant de fonctions d'onde, de positions qui peuvent être n'importe où, etc., qui sont des variables continues, je pense que c'est une faute pédagogique, parce que l'essence de la physique quantique, c'est d'avoir des résultats discrets. Bon, ça on pourra avoir un débat avec les gens qui l'enseignent. Mais moi je commence par ça, parce que je pense que c'est l'essence de la physique quantique. J'avais une question du coup par rapport à l'intrication. Parce que là vous avez parlé à chaque fois de paires de photons qui étaient intriqués, est-ce qu'on pourra avoir plus que 2? Oui, bien sûr. Il y a des gens qui fabriquent des triplés de photons intriqués. Et donc, si vous avez plus un et plus un d'un côté, vous êtes sûr d'avoir plus un de l'autre, etc. Oui. Mais alors il faut savoir quand même que l'intrication, c'est un phénomène tellement subtil que tant qu'on n'a que 2 particules, on sait évaluer le degré d'intrication, parce que là, j'ai parlé que de cas idéaux. Mais après, les photons, ils peuvent être un peu perturbés, etc. Et donc, la question qui se pose, c'est l'intrication, au lieu d'être totale, elle est de combien? Alors, quand on a 2 particules, on sait répondre à la question. Déjà, quand on a 3, la réponse n'est pas claire. On ne sait pas forcément dire ce que veut dire 3 particules plus intriquées que 3 autres. Donc, c'est dire que c'est un domaine de recherche qui est encore extrêmement ouvert. Si certains d'entre vous veulent y aller, ne vous gênez pas, à la fois. Parce que j'ai parlé d'ordinateur quantique. Sachez que dans l'ordinateur quantique, vous avez 2 lignes de recherche aussi importantes l'une que l'autre. D'une part, développer le matériel, le hardware, avoir des qubits quantiques qui sont les plus idéaux possibles, le moins sensibles à la décohérence possible. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui font des maths appliquées et dont le but est de dire si on a un très bon ordinateur quantique, quelles sont les applications les plus intéressantes qu'on peut avoir avec. Et c'est donc par exemple, ça, le genre de questions que vous posez, est-ce qu'on peut en avoir 3, etc., ça entre dans ce cadre-là, dans le cadre de, on va dire, c'est des maths app, c'est de l'informatique quantique théorique ou des mathématiques appliquées. Et donc, sachez vraiment que aujourd'hui, je ne sais pas ce que ce sera dans 10 ans ou dans 20 ans, mais aujourd'hui, vous avez tout ce domaine de recherche qui est très ouvert et vous avez toutes ces startups qui embauchent beaucoup. Mais, alors j'ai un mais, je ne sais plus si je l'ai dit oui, je l'ai dit au début, je recommence, si vous voulez aller là-dedans, il faut d'abord que vous commenciez par un doctorat. Et après, les startups vous ouvriront les bras.
Tout d'abord, merci d'être venu et d'avoir fait cette conférence auprès de nous. Je tiens à préciser par avance, on est juriste, certains d'ici sont juristes, donc ma question n'est peut-être pas aussi détaillée que d'autres de mes camarades. Normalement, le droit, c'est logique, hein, quand même. Normalement. Mais donc ma question, elle est assez simple, c'est comment on fait pour savoir quand une particule est mesurée? Et quand est-ce que la particule sait qu'elle est mesurée? Parce que l'intrication quantique a besoin d'une observation pour avoir son effet, Ouais. non? Alors, moi je ne sais pas ce que c'est que la particule sait qu'elle est mesurée. Par contre, moi, je sais qu'ici, j'ai un détecteur. Ce détecteur, c'est par exemple, dans mon cas, un photomultiplicateur. C'est un appareil dans lequel, au moment où le photon arrive, il y a un effet qui s'appelle l'effet photoélectrique, qui a été étudié par Einstein en 1905. Dans cet effet photoélectrique, le photon arrache un électron. Cet électron est accéléré vers une plaque où il arrive à toute vitesse, ça éjecte 3 électrons. C'est de nouveau accéléré vers une deuxième plaque. Chacun de ces électrons émet 3 électrons. Donc maintenant, on en a 9, 2 au carré. Et vous avez comme ça 10 étages d'amplification. Et au bout des 10 étages d'amplification, vous avez une impulsion électrique assez grande pour qu'on puisse la voir sur un écran d'oscilloscope, pour qu'on puisse mesurer son instant d'arrivée avec une précision de la nanoseconde. Et donc, on a clic. Ça veut dire un photon était arrivé sur la face avant du photomultiplicateur. Et donc ceci me permet de savoir que j'ai 2 photons qui appartiennent à la même paire. Parce que, accrochez-vous, je vais vous donner les ordres de grandeur. Grosso modo, dans ma source, il y avait à peu près une paire émise toutes les 1000 nanosecondes. C'est-à-dire que si j'observe 2 photons des 2 côtés, avec un intervalle de temps de seulement quelques nanosecondes, il y a toutes les chances pour qu'ils appartiennent à la même paire. Et c'est comme ça que je fais des mesures sur 2 photons appartenant à la même paire. Parce que je les mesure dans la même fenêtre temporelle à quelques nanosecondes près. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, assez bien. Mais du coup, j'ai une question un peu annexe. C'est si jamais vous ne mettez pas en place d'appareil de mesure, est-ce que ça se passe tout de même, ce mécanisme-là, ou il y a vraiment besoin d'une observation pour qu'il... Attendez, tant qu'on n'a rien mesuré, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. La question épistémologique est de savoir si, comme Bohr le pense, et les gens qui sont les suiveurs de Bohr, on ne peut pas parler de réalité physique d'un objet tant qu'on n'a pas fait la mesure. En d'autres termes, la réalité physique de l'objet dépend de la mesure que je fais, alors que pour Einstein, moi je suis un Einsteinien, pour Einstein, l'objet a une réalité physique indépendante de l'appareil de mesure que je vais utiliser. Et c'est ça qui m'oblige à accepter la non-localité. Et moi, je préfère garder l'idée d'une réalité physique indépendante de l'appareil de mesure, et donc ça répond un peu à votre question quand même. C'est-à-dire, moi, je pense que le photon, il a sa réalité physique, quel que soit le genre de mesure que je fais. Et après, le prix que je vais devoir payer, c'est la non-localité. Merci beaucoup. C'est écrit dans mon livre, hein, tout ça. 24,90 € seulement. Bonjour. Quand vous avez parlé de l'expérience où on envoie un électron et on regarde où est-ce qu'il est détecté. Un photon. Un photon, pardon. Excusez-moi. Vous avez dit que la probabilité de coïncidence, elle n'était pas tout à fait nulle. Est-ce que ça vient de nos appareils de mesure ou c'est quelque chose de fondamental? Non, ça vient des appareils de mesure. Okay. Quand vous avez un photomultiplicateur, je vous ai décrit le photomultiplicateur, même s'il n'y a aucune lumière qui arrive dessus, de temps en temps, il y a un électron qui est éjecté. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas au zéro absolu. Il y a un peu d'agitation thermique, et donc de temps en temps, il y a un électron qui est éjecté. Alors si ça vous gêne vraiment, vous le refroidissez, et alors il y en a moins, mais il y en a toujours un peu. Mais le point clé est le suivant. La petite quantité résiduelle est très inférieure au minimum qu'on aurait si c'était des ondes. On peut démontrer, si j'ai une onde qui se coupe en deux, alors il y a une quantité minimale d'observations en coïncidence.
Et ce qu'on observe, c'est très en dessous de ça. Donc ça ne peut pas être une onde qui se coupe en deux. C'est forcément une particule qui va soit d'un côté, soit de l'autre, plus un peu de bruit qu'on a réussi à mettre assez bas pour qu'on soit en dessous de cette... La physique expérimentale, c'est comme ça. C'est ça qui est beau dans la physique expérimentale. Parce que là, on raconte des trucs, oui, d'un côté et de l'autre. Oui, mais dans la vraie vie, c'est pas tout à fait comme ça. Il y a toujours des signaux perturbés, etc. Donc le but du jeu, c'est de faire des mesures qui sont significatives en dépit des bruits qui vous embêtent. C'est ça, une bonne expérience, c'est une expérience où le signal qui vous intéresse est beaucoup plus fort que le bruit qui traîne en dessous. Merci. Il est à quelle heure mon train? Vous surveillez? Je vous fais confiance. Hein. Ici. Ouais. Alors moi je me demandais juste, parce que de ce que j'ai compris de l'exposé, on peut, même si c'est très compliqué, mettre deux photons en intrication à la main. Et je me demandais si c'était un état qu'après, enfin, est-ce qu'on peut les désintriquer en fait, ou est-ce qu'ils sont comme ça jusqu'à la fin des temps et c'est une très bonne question. C'est intriqué jusqu'à la fin des temps, oui, sauf que votre photon, à un moment ou à un autre, il va passer dans un milieu qui ne sera pas très bien contrôlé, donc sa polarisation va être modifiée. Donc vous aurez encore un état intriqué, mais intriqué d'une façon que vous ne contrôlez plus. C'est-à-dire que dans votre état XX plus YY, vous allez rajouter entre les deux un terme de phase et puissance phi, et que ce phi, ce n'est pas vous qui allez le contrôler, et qui ne sera pas le même pour la première paire et pour la deuxième. Donc tout se passe comme s'il n'était plus intriqué. Voilà, c'est ça la décohérence. Merci. Bonjour. Précédemment, vous aviez abordé que c'était possible d'intriquer plus que 2 photons. Oui. Est-ce qu'il y a une limite sur le nombre qu'on peut faire Ça, c'est une bonne question. C'est tout le but de l'ordinateur quantique. Le but de l'ordinateur quantique, c'est d'intriquer un nombre de plus en plus grand de bits quantiques. Parce qu'un bit quantique, un qubit, c'est exactement comme la polarisation du photon. C'est-à-dire c'est un objet sur lequel on considère une propriété qui peut prendre que 2 valeurs, qu'on va appeler plus 1 ou moins 1. Donc il y a des tas d'objets quantiques où on considère une situation où vous n'avez que 2 valeurs possibles. Et le but de l'ordinateur quantique, c'est d'intriquer le nombre de plus en plus grand d'objets. Actuellement, on est aux alentours de 1000 avec les atomes neutres, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que moi, ma manip, c'était 2. Aujourd'hui, on est à 1000 quand même. Et donc, mais 1000, ce n'est pas assez. Il faudrait en avoir beaucoup plus. Et donc la question se pose, est-ce que c'est juste une question d'améliorer la technologie pour arriver à en intriquer de plus en plus, ou est-ce qu'à un certain moment, on va tomber sur une limite fondamentale? Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait tomber sur une limite fondamentale? C'est parce que le chat de Schrödinger n'existe pas. On n'a encore pas vu un chat à la fois vivant et mort. Donc on a toutes les raisons de penser qu'à notre échelle, la physique quantique ne s'applique pas. Et alors, où est la limite? On ne sait pas. Il y a peut-être une limite fondamentale qu'on ne connaît pas. Et peut-être qu'en essayant de construire un ordinateur quantique, on va découvrir cette limite. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de limite et tôt ou tard, on arrivera à avoir un ordinateur quantique. À moins qu'on ait abandonné parce que technologiquement, c'est trop difficile. Vous voyez, je suis prudent. Mais en tout cas, votre question mène sur ça. Alors, juste pour rigoler, puis on va terminer là-dessus, j'aime bien dire que moi, je suis gagnant dans tous les cas. Il y en a qui diraient qu'on est perdant dans tous les cas, mais moi, je préfère dire que je suis gagnant dans tous les cas, parce que quand je prends ma casquette physicien, si on trouve une limite fondamentale, je suis enchanté. On a trouvé une nouvelle loi fondamentale de la physique. Et sinon, si on arrive à intriquer un nombre suffisamment grand de bits quantiques, alors l'ordinateur quantique marche. Et comme je suis cofondateur d'une boîte qui construit des trucs, je suis content aussi. Donc dans tous les cas, je suis content.